c'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de solitude et conscience, en fait. Solitude et conscience, donc. Mhm. Très bien. C'est-à-dire tout simplement qu'on peut se sentir très seul dans son cheminement d'évolution en conscience, disons-le ainsi. Souvent, disons qu'on on avance là-dedans, et à un moment donné, vient un temps souvent où les gens autour de nous ne partagent pas ce cheminement et ne voient pas les mêmes choses que nous. Et des fois, on est en couple et c'est encore pire parce que l'autre personne n'est pas du tout dans la même lancée que nous. Donc, peut s'en suivre un très grand sentiment de solitude, très douloureux. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ce fameux sentiment de solitude qui peut nous habiter. De quoi parle-t-on en fait? De quoi s'agit-il? Oui, donc il importe de différencier le fait d'être seul avec le fait de se sentir seul. Et le fait d'être seul ou de se sentir seul parce qu'on est dans un processus évolutionnaire qui transforme notre psychisme, de se sentir seul ou d'être seul parce que c'est notre lot, par exemple, karmique ou pour une autre raison plus créative. Mm-hmm. Donc, commençons par le début, commençons par le sentiment psychologique de solitude, puisque l'être vient du psychologique. Donc, l'être qui évolue se sort des aspects psychologiques de son expérience, mais originellement, il est enfoui et enseveli et complètement enrobé de psychologisme, si je puis me permettre le terme, et puis qui n'est pas un véritable mot, évidemment, mais qui décrit bien le contexte et la mentation tout à fait psychologique de l'être jusqu'au moment où il commence à s'en extirper, parce que le psychologique, c'est un peu l'enfer. Dans le sens que le psychologique, c'est l'inconscience, c'est l'absence de contrôle par l'être sur son propre psychisme, c'est le vampirisme, c'est, l'esclavage finalement occulte de l'humain incarné. Donc, il n'y a rien de bon ou d'agréable dans avoir un psychisme qui fonctionne selon des lois du psychologique. Les lois psychologiques, elles sont toujours au désavantage de l'humain. Bon, commençons donc par ceci. Et donc, le sentiment de solitude, il est toujours illusoire. Okay. C'est-à-dire qu'on peut être seul, mais se sentir seul, ce sentiment-là découle d'une illusion. Okay. Et très souvent, cette illusion a pour origine une pensée qui nous a été infusée, souvent il y a beaucoup d'années, comme quoi on aimerait se sentir aimé d'autrui. Et se sentir aimé d'autrui, en général, ce n'est pas possible. Vous avez dit se sentir aimé. Oui. Ce n'est pas possible. C'est ça. OK. Parce que lorsqu'on apprécie un autre être, c'est quelque chose que nous faisons. Donc, si j'apprécie, par exemple, vous, il y a de l'amour dans mon cœur à moi. Ça ne veut pas dire que vous allez ressentir quelque chose. Donc, ce que vous allez ressentir appartient à votre psychologie ou à votre psychisme intelligent, disons, autrement. Si ce n'est pas psychologique, c'est votre psychisme éveillé. Mais bon, si on prend un être qui vient du psychologique, on va dire, mais donc dans son aspect psychologique, cet être ne ressentira pas le sentiment qui m'anime. Il pourra peut-être le constater s'il est suffisamment clairvoyant, s'il devient suffisamment conscient de voir cette personne m'apprécier réellement. Donc, on pourra le constater, mais jamais on ne va ressentir l'amour de l'autre pour soi. OK. On pourra reconnaître l'amour de l'autre pour soi et avoir donc à ce moment-là peut-être des états d'âme très, très positifs, être rempli de joie et de douceur et de, peu importe ce que cela nous inspire, mais on ne ressentira jamais l'amour de l'autre pour nous. Donc, ceci, c'est une illusion cultivée par des entités qui nous infusent ceci dès le plus jeune âge, de vouloir se sentir aimé. Mais jamais on ne se sentira aimé dans le sens véritable de ressentir l'amour de l'autre pour nous.
OK. On peut par contre vivre le sentiment d'être aimé par quelqu'un par pure illusion astrale. Mm-hmm. Ceci se peut. Oui. Donc, si par exemple on est sujet à ceci, ce besoin d'être aimé, et qu'on rencontre quelqu'un, et on peut peut-être avoir une entité qui nous chuchote les bons trucs dans notre psychisme, et puis tout à coup on a l'impression que l'autre nous aime, et nous sommes remplis de joie et peut-être d'amour pour l'autre, d'amour psychologique qui veut tout détruire, de cet amour qui veut donc tout détruire, qui veut posséder, qui veut englober. Mm-hmm. Bon, mais ceci, ça se peut, mais ce n'est toujours pas l'amour de l'autre que l'individu ressent dans lui. C'est ses propres illusions cultivées à partir de sa propre psyché avec ses propres énergies qui le mettent en esclavage de l'autre. Donc, il y a projection vers l'autre de choses. Donc, tout ceci pour donner un peu de contexte aux besoins de se sentir aimé, qui est absolument illusoire. Donc, à partir de ce point, si on adopte ou si on nous a suggéré cette illusion et qu'on l'a acceptée, si on veut, donc ce besoin illusoire de se sentir aimé, nous allons vivre la solitude éternellement, puisque c'est impossible de ressentir l'amour de l'autre pour soi. Mm-hmm. Donc, si on est dans cette galère, on va galérer. Mm-hmm. Donc, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est ôter, remonter à la source de cette acceptation d'un pli psychologique qui est absolument désavantageux et le révoquer. Puisque si on ne fait pas ceci, on recherchera toute sa vie ce sentiment de l'autre qui nous aime et ça n'existe pas, c'est une illusion. Bon, donc, la solitude, le sentiment de solitude vient de ceci. Donc, si on ressent de la solitude, à quelque part, il y a un truc de ce genre qui se trouve dans la psyché de l'être, dans les mémoires enfouies, peut-être dans un passé lointain de l'être, mais qui sont là quand même, et qui sont de toute évidence toujours actives d'après le sentiment justement de solitude. Bon, le besoin d'échanger, par contre, c'est un besoin qui peut être très intelligent. Mm-hmm. Bon, je vais fonder un exemple sur ma personne puisque, bon, je n'ai que très, très peu de contact avec les gens. J'aime beaucoup les gens, mais les gens me considèrent absolument insupportable. Ils ne supportent absolument pas ma parole qui est trop puissante. Donc, je dis bonjour à quelqu'un, je leur dis un truc, et puis ils sont en choc et ils se sauvent en pleurant, ou ils font semblant qu'ils n'ont rien vécu, ils ne reviennent jamais me voir. Donc, je ne veux pas dire que je suis toujours seul. J'ai ma femme qui m'aime et que j'aime. Nous sommes très bien ensemble, c'est très bien. Mais bon, ce besoin d'échanger, il fait partie de mon être, mais ce n'est pas un besoin psychologique d'échanger. Okay. Donc, ceci, c'est intéressant, c'est une distinction intéressante. Si on a un besoin psychologique d'être avec les gens, mais ça revient au besoin de solitude. Mais ce besoin d'échanger, dans mon cas, c'est plus un besoin d'exprimer et d'expliquer, de monter ma vibration et de la faire sortir par mes cordes vocales. Mm-hmm. Mais ceci, c'est un besoin créatif. C'est un besoin intelligent, c'est un besoin de mon identité, de mon être. Ce n'est plus un besoin qui fait partie de la psychologie. Ce n'est pas un besoin qui a été installé par une entité. C'est un besoin qui fait partie de mon être. Et donc, je fais des entretiens avec vous, on fait des enregistrements, j'exprime, j'explique, ça se rend jusqu'à un auditoire et c'est très bien. Mm-hmm. Ça me suffit dans ce sens-là. Ça me suffit. Bon, ça ne me suffit pas en tant que moyen de vivre mon amour pour l'humain. Mm-hmm. Ceci, j'ai d'autres moyens de le faire, mais ça, c'est très particulier à ma personne, donc ce n'est pas fondamental à ce que nous discutons. Mm-hmm. Donc, pour y revenir, le besoin d'avoir des gens autour de soi relève souvent du psychologique, qui lui vient d'une entité qui nous inspire, un vide, un besoin d'être aimé. C'est quoi? C'est un vide au fond de l'âme. Donc, ce vide qui ne peut être rempli que par la réception directe du sentiment d'amour de l'autre pour soi. Mais ceci, ce n'est pas possible. Mm-hmm. Il faudrait que le fond de mon cœur soit le fond du cœur de l'autre. Donc, c'est la négation de l'identité de manière absolue. Donc, bon, ça ne fonctionne pas. Et
pour l'être qui arrive dans l'évolution, ben, à ce moment-là, il faut qu'il veille au grain, il faut qu'il vaque à la tâche peut-être importante de remonter jusqu'à la source de ceci et l'éradiquer, la détruire de façon à ne plus souffrir de ceci et de pouvoir être créativement intelligent dans ses relations avec l'humain. Parce que si on est animé par un sentiment de solitude, ben on va entretenir des relations qui sont toxiques. OK. Ou à tout le moins non bénéfiques. Non bénéfiques, oui. Oui, qui ne sont pas bénéfiques, donc qui ne sont pas intéressantes, qui ne bénéficient pas à l'évolution. Donc ceci, ça peut être passablement mauvais, disons-le ainsi. Disons, j'hésite à utiliser le terme désastreux, mais ça peut être, disons, passablement délétère à l'évolution. OK. Mais est-ce à dire que, disons, parlons d'une personne qui est en couple, est-ce à dire que cette personne-là doit couper les liens avec l'autre qui, disons, la maintient dans un certain statu quo? Mais c'est-à-dire que, oui, ça c'est une excellente question, merci. Donc, une personne n'a aucune faculté d'influer sur la vie de l'autre personne. OK. Ceci n'existe pas. Même si vous avez un policier à genoux sur votre cou qui vous bat de son bâton, il n'a pas le pouvoir d'influer sur votre vie. C'est vous qui vibratoirement lui autorisez de faire ceci. OK. Ceci, c'est difficile à comprendre, mais... Qui est difficile à avaler. Oui, c'est difficile à avaler, mais c'est ceci qu'on fait. Ouais. Et donc, l'humain, quand on parle de conscience, il doit véritablement veiller au grain et s'assurer qu'il acquiert sa conscience. Parce qu'en étant conscient, on devient immunisé contre ce genre de trucs. Ça ne peut plus nous arriver parce qu'on n'autorise pas vibratoirement le violent à nous faire violence. Mm-hmm. Donc, n'étant pas autorisé vibratoirement, il ne peut pas. L'envie va lui couper, il aura envie, il va sortir son bâton, son revolver, je ne sais pas quoi, et puis il va se fâcher, et puis ensuite il va changer d'idée. Il ne saura pas pourquoi il change d'idée, mais il va penser à d'autres choses. Mm-hmm. Bon, donc une personne n'a pas la faculté d'influer sur la vie de l'autre, sauf si l'autre lui accorde cet ascendant sur lui-même. OK. Donc, en couple, si on est en couple et qu'un évolue et que l'autre n'évolue pas, et que celui qui évolue se trouve ralenti par celle qui n'évolue pas, ou vice-versa, celui, bon... Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, c'est parce qu'il y a la police de la pensée là qui veut s'assurer de mettre... les bons pronoms aux bons endroits. Ou les mauvais pronoms aux mauvais endroits, oui. Enfin. Mm-hmm. Faut pas être chatouilleux quand même, là. Mais, donc, pour y revenir, si celui qui croit évoluer a l'impression, celui ou celle qui croit évoluer a l'impression que celui ou celle avec qui il est en couple l'empêche, mais c'est celui ou celle qui vit ceci qui, si il peut vérifier que l'autre véritablement l'empêche ou influe sur son évolution pour le ralentir, mais il doit, encore une fois, remonter à la source de ceci, de comment il autorise l'autre à l'influer, et puis corriger ceci. Mm-hmm. Donc, ça revient toujours à l'individu. Mm-hmm. C'est ce que l'être inconscient ne peut comprendre, et c'est très dommage. Il croit que c'est en faisant une révolution réelle politique, avec des mouvements sociaux, qu'un jour on aura un monde meilleur. Mais ce n'est pas possible. Le monde ne sera pas meilleur comme ça. Le monde demeurera comme il l'a été. C'est seulement lorsque l'humain croit en conscience qu'il récupère son droit d'autodétermination et qu'il ôte ce qui, dans son psychisme, permet à autrui d'influer sur sa vie, qu'il se crée un monde meilleur parce que chaque individu s'occupe de sa vie. Donc, cet être qui est en couple, qui évolue, bon, doit faire ceci, il doit faire le ménage, mais normalement, c'est ce que l'évolution amène à faire, le ménage, c'est-à-dire que l'évolution inconsciente amène à le faire inconsciemment et l'évolution consciente l'amène à le faire consciemment, c'est-à-dire de manière extrêmement rapide comparativement. Mm-hmm. Donc,
ce n'est pas bon, parce que vous avez dit la personne qui croit être en évolution. Oui. Ça aussi, c'est important. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se montrer, par exemple, comme étant des grands prêtres de la conscience ou de l'intelligence. Regardez-moi, écoutez-moi, oui, OK. Mais donc, vouloir se faire écouter, vouloir se faire voir, vouloir être celui qui parle aux autres et qui leur explique et qui les impressionne de son savoir et de son évolution, ce n'est pas quelqu'un d'évolué. C'est quelqu'un qui, dans sa psychologie subjective, a été suffisamment récupéré par les entités pour lui donner à lui l'impression d'être évolué et lui donner aussi, donc utilisant cette impression, cette illusion d'être évolué, le besoin de montrer aux autres comment il est évolué, jusqu'à quel point il comprend des choses pour toujours augmenter son orgueil. Mais l'orgueil est fondamentalement anti-intelligence, puisque l'orgueil, c'est ce qui permet à l'ego de se sécuriser dans les aspects psychologiques de son être. Mm-hmm. Alors que la conscience et l'intelligence sont l'éclatement et la destruction des aspects psychologiques de l'être. Donc, ils sont diamétralement opposés, l'orgueil et la conscience. Donc, ces gens qui veulent se faire passer pour celui qui sait, écoutez-moi et regardez-moi, mais ce sont des gens insécures dans leur orgueil qui veulent cultiver leur orgueil. Donc, il n'y a rien à faire là. Donc, ceci, c'est l'illusion de la conscience, l'illusion de l'évolution, et c'est assez spectaculaire, donc, lorsque l'on voit ceci. D'accord. Bon, il y a ce phénomène, mais je parlais aussi simplement de gens qui sans nécessairement vouloir parler ou, disons, se faire, disons, passer pour quelqu'un qui a de la conscience. Juste, une personne peut être simplement dans son couple et dans sa vie de manière tout à fait privée, à croire qu'elle ou lui est en évolution. Alors, il peut avoir cette illusion d'être en évolution alors que peut-être on ne l'est pas. Se croire en évolution alors que croire que l'autre ne l'est pas, par exemple. Oui, C'est effectivement. ça que je voulais dire, en fait. Je vois ce que vous dites. Oui, parce que, mais c'est-à-dire qu'un être en évolution, qui commence en évolution, peut toujours croire. Mm-hmm. Donc, la mort de la faculté de croire vient à la fin de l'évolution, avant la fusion. Après la fusion, il y a d'autres choses, mais. Okay. Donc, pendant qu'on évolue, on peut très bien avoir l'impression d'évoluer, et même l'illusion d'évoluer, Mm-hmm. qui sera un miroir des choses qui se passent dans le réel. Donc, c'est une illusion très crédible, mais cette illusion, elle est illusion parce qu'elle est fondée dans la psychologie de l'être. Mm-hmm. Donc, on peut avoir une illusion qui reflète très bien le réel, mais ça demeure une illusion quand même. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont complètement dans l'illusion sans aucune base dans la réalité. Donc, mais quelqu'un qui est en évolution jusqu'à sa fusion peut très bien croire certains trucs, donc croire que l'autre n'évolue pas et que moi j'évolue, alors que l'autre évolue peut-être. Parce que un être ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un autre être. Mm-hmm. Ceci, c'est bien difficile. Oui, ça peut faire partie de l'orgueil de la personne qui se croit en évolution, de se dire, ah voilà, moi j'évolue, tandis que elle ou lui, n'évolue pas, mais attention là. Oui, parce que le parcours de chacun est unique et différent, et le processus de chacun peut avoir de très grands aspects qui sont uniques et différents. Mm-hmm. Bon. Tout au fond du processus, la dynamique fondamentale demeure la même, mais les apparences extérieures de cette dynamique peuvent être très, très différentes d'un être à l'autre jusqu'à être impossible à reconnaître. Donc, on peut très bien être en couple avec une personne qu'on croit ne pas évoluer et que nous croyons que nous évoluons et l'autre évolue plus que nous. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, on ne peut jamais juger qui que ce soit. Donc, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à l'individu de remonter à la source de tout. De ce qui se passe à l'intérieur et voir. Oui, donc vers la fin de l'évolution, juste avant la fusion, l'être, dès qu'il y a quelque chose qui se passe qui est psychologique dans son être, va faire enquête et va aller faire exploser ce truc. Donc,
faisant ceci et étant devenu très compétent à faire ceci, ben, il avance rapidement. Mm-hmm. OK. Plus tôt, on a commencé à parler du sentiment de solitude. Oui. Et là, vous abordiez également, je crois, 2 autres aspects. Vous vouliez aborder 2 autres aspects qui étaient le fait d'être seul. Oui. Dans sa vie. Oui. Très bien. Parlons de ceci. Donc, être seul dans sa vie, c'est excessivement glorieux. Parce qu'être seul dans sa vie, c'est la preuve que l'être est absolument suffisant lui-même pour assurer la bonne conduite de son expérience d'être incarné. Et donc, n'avoir besoin de personne et avoir ceci confirmé dans la matière, dans les événements, que on n'a besoin de rien d'autre que de ce qu'on est, ceci, c'est très glorieux. Donc, la solitude dans l'évolution, c'est glorieux. Il n'y a rien de mal là-dedans. Au contraire, c'est une chose extraordinaire, puisque l'être solitaire, enfoui dans sa vie, peut accomplir de choses véritablement extraordinaires. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va demeurer seul pendant très longtemps. Mm-hmm. On peut le faire le temps de faire la preuve de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de l'autosuffisance absolue de l'être. Mm. Mais une fois que c'est fait, l'être qui est seul ne sera plus seul. Donc, la seule raison d'être seul, c'est de prouver ou de démontrer à l'être qu'il n'a besoin de personne d'autre. Et voyant ceci, constatant ceci dans son quotidien de plus en plus, ben cet être, il n'aura de choix que d'aller faire enquête sur pourquoi il croit qu'il a besoin des autres. Mm-hmm. Donc, il va arracher les racines de ses sentiments pour devenir libre de tout ceci. Et une fois qu'il est libre de tout ceci, ben, il va s'associer avec une personne du sexe opposé pour faire un couple. Donc, ce n'est pas un mystère ou quelque chose de bien compliqué. C'est-à-dire que quand on a vécu les aspects psychologiques de l'ego, quand on a vaincu les vicissitudes de l'âme devient capable de favoriser une expérience ou une vie qui n'est plus strictement dans l'expérience, justement, mais qui est propice à la créativité. Mm-hmm. Donc, entre autres, je retiens de ce que vous dites que, bon, on peut avoir ce sentiment de solitude autant quand on est véritablement seul ou tout autant que en étant dans un couple. Je veux dire, ah oui, absolument. L'un n'exclut pas l'autre. Là. Absolument. Les deux sont possibles. Et diriez-vous que ce parcours d'autosuffisance démontré est tout à fait nécessaire pour toute personne en évolution? J'hésite à dire nécessaire pour toute personne en évolution, mais disons que ça serait très commun chez l'être en évolution d'avoir vécu ne serait-ce qu'un an ou même quelques mois dans sa vie absolument seul et réaliser son autosuffisance. Donc, ceci, c'est presque universellement nécessaire. Donc, que ce soit à travers ce processus ou un autre, réaliser l'absolue autosuffisance de notre être, c'est fondamental. Donc, personne n'y échappe. Peut-être certains emprunteront un autre processus, un autre chemin pour y parvenir. Donc, je ne veux pas dire que la solitude sera essentielle pour tout le monde, mais quoi qu'il en soit, c'est une excellente manière de prouver à l'être qu'il est sa propre autosuffisance et ceci, c'est plus qu'important. Donc, voilà. Et il y avait un autre aspect à la solitude que vous vouliez que j'aborde. Vous avez dit que l'être n'a pas besoin des autres. OK? Que l'être en évolution, disons, n'a pas besoin des autres, de manière absolue, selon une perspective absolue. C'est ça. Mais comment réconcilier quand même ceci avec le fait que nous sommes sur cette terre et fondamentalement, nous avons ce besoin quand même d'échanger, de socialiser en général, d'être en couple, par exemple. On peut dire, mais là, c'est étrange de dire, j'ai pas besoin des autres. Oui, on n'a pas besoin des autres pour vivre sa vie. Donc, cette autosuffisance glorieuse de l'être relève et se manifeste par la création d'événements par l'être pour
pour son être lui-même, pour son propre bénéfice au cours de sa vie et qui continue à être bénéfique pour lui et à créer toujours de nouveaux événements dont il n'a besoin de personne pour faire ceci. Et donc, cette autosuffisance, elle est dans un sens absolu. Donc, on a besoin de personne, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bénéficier des relations avec les autres. Alors, en tant qu'être intelligent et libre, on va naturellement bénéficier des relations avec les gens. Donc, je n'entretiens pas, par exemple, des relations avec toutes les personnes qui écoutent, mais c'est une relation quand même. Donc, moi, ça me sert puisque ça me permet de faire vibrer la lumière qui descend de mon esprit. Et ceci, c'est très sain pour moi, ça m'aide, donc je suis très content de le faire. Mais si personne n'écoutait, je serais moins content de le faire. Parce que c'est un peu une relation. Oui. Il y a une énergie qui coule, qui passe. Donc, il y a un bénéfice à avoir des relations avec les gens. Et pour l'être qui n'est pas en couple et qui s'avance dans l'évolution, ou même l'être inconscient, c'est très souffrant d'être sans contrepartie. Mais la chose à faire, comme avec toute souffrance, c'est toujours de remonter à la source de ce qui nous fait souffrir et de l'exterminer. Dernière question. Avez-vous quelque chose d'autre que vous pourriez offrir, je ne veux pas dire un truc ou une astuce, mais une manière pour une personne de se rappeler quand elle ressent ce sentiment de solitude, peut-être qui peut être vraiment très fort, presque la submerger. Pourriez-vous lui dire quelque chose qui pourrait l'aider à se rappeler que tout va bien d'une certaine manière, qu'elle est dans la bonne voie? Oui. Alors, à ce moment-là, on peut se recueillir un peu, dire son propre prénom et dire « Tu es la seule chose dont tu as besoin ». Donc, je dirais, par exemple, « Patrick, écoute-moi, tu es la seule personne dont tu as besoin. Tu es tout ce dont tu as besoin. La preuve, c'est que tu es seul. Alors, la paix s'installe et ceci, c'est très bénéfique d'être en paix. Et puis, étant en paix, soudainement, on a davantage la faculté d'aller justement remonter le fil de ce qui nous a été implanté dans l'âme pour nous donner ces sentiments de solitude. Parce que le couple, être en couple, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais ceci, on ne peut atteindre le couple ultime de notre évolution sans avoir détruit le besoin psychologique du couple. Ah oui, d'accord. Donc, on doit détruire le besoin psychologique d'être en couple avant de pouvoir être en couple intelligemment. Parce que sinon, nous utilisons des motifs psychologiques pour être en couple. Je veux quelqu'un qui réconforte mon sentiment de solitude. Oui, mais à ce moment-là, tu t'en débarrasseras pas de ton sentiment de solitude. Tu vas le cultiver et puis l'autre sera là pour y pallier. Donc, une relation qui est fondée sur ce type de manque d'intelligence dans le psychisme, sur donc des vicissitudes psychologiques, comme je mentionnais, mais ce couple ne peut être le couple ultime de l'évolution de l'être, puisqu'il doit révoquer entièrement son besoin psychologique d'être en couple avant d'avoir ce couple final, ce couple avec lequel il peut créer la vie fantastique de l'être intelligent et évolué qui lui appartient et qui lui a toujours échappé. Et donc, s'il est dans un couple qui est fondé sur des vicissitudes psychologiques comme, par exemple, le sentiment de solitude ou le besoin de se sentir aimé ou peu importe quel truc, le besoin de posséder quelqu'un, par exemple, de dominer, de manipuler, séduire, qu'il y en a, en voulez-vous, il y en a. Mais à ce moment-là, si on est dans un couple fondé sur ce genre de truc, mais on ne peut pas ôter ce genre de truc puisque la relation les renforce. Oui, OK. Donc, en détruisant ces vicissitudes psychologiques, on termine le couple. Ou on termine le couple pour pouvoir détruire ces vicissitudes psychologiques. Mais dans un cas ou un autre, ce couple, qui est un couple d'expérience, des vicissitudes de l'âme, doit sauter un jour pour laisser place au couple
qui est créatif, qui est intelligent, qui est évolutionnaire et qui donne lieu à, finalement, la vie dont l'humain a toujours ressenti au fond de son être le besoin, sans pouvoir le qualifier, le décrire, le circonscrire psychiquement, le comprendre, parce qu'il est trop rempli de ce que les entités ont versé dans son âme. Très bien. Merci. Concluons là-dessus. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.